Bonsoir à tous. Bienvenue chez Léonard pour ce nouvel épisode du festival Building Beyond où nous allons parler ce soir d'aéroport. Nous avons voulu poser la question de l'aéroport en 2050 et de la poser sous l'angle de l'aéroport commutateur d'échelle urbaine, puisque vous le savez, ce festival est consacré à la question des échelles urbaines. Alors les villes elles-mêmes sont des commutateurs d'échelle. En fonction de leur statut dans la hiérarchie urbaine, elles permettent de passer du local à différents niveaux et au niveau global quand il s'agit des métropoles. Et si les villes sont capables de cette prouesse, c'est en grande partie grâce à leurs infrastructures de transport. Et parmi elles, évidemment, l'aéroport est l'infrastructure par excellence qui permet de faire commuter toutes les échelles et d'atteindre le niveau global. Alors, l'aéroport est un symbole majeur de la mondialisation de nos sociétés. On a tous en tête dans les métropoles ou dans nos villes ce logo en forme d'avion, logo universel. Et il érige l'aéroport en vecteur par excellence de la circulation humaine à l'échelle planétaire. Alors, c'est un objet paradoxalement de recherche récent. Et il a longtemps été, disons-le, une boîte noire des sciences sociales, retranchée du monde social ordinaire, à tel point qu'il a fait partie de ces non-lieux, comme les a appelés l'anthropologue Marc Augé. Ces non-lieux, c'est-à-dire ces espaces fonctionnels, nés de la mondialisation, des espaces standardisés, déshumanisés, porteurs d'une rupture avec les autres lieux, et notamment ce lieu qu'est la ville, ce lieu éminemment anthropologique. Alors, en réponse à cette vision de l'aéroport comme non-lieu, c'est un géographe qui a répondu à l'anthropologue, en l'occurrence Michel Lusseau, en disant au contraire non, les aéroports sont des hyperlieux. C'est-à-dire qu'ils sont des lieux comme par exemple les shopping malls, ces centres commerciaux issus du modèle nord-américain, des lieux où l'espace est exacerbé et qui concentrent toutes les échelles en un seul lieu. Et finalement, l'aéroport serait dans cette lecture-là un haut degré de mondialité. J'ai envie de dire que dans un cas comme dans l'autre, non-lieu, hyper-lieu, le sujet de l'aéroport, c'est les échelles qui se télescopent. Et c'est pour ça qu'il va nous intéresser ce soir, à la fois en lui-même, mais aussi dans son rapport au territoire. Parce que finalement, l'aéroport, lieu original, lieu essentiel de la mondialisation, nous invite à articuler plus qu'à opposer territoire-réseau, espace identitaire, espace technique, ou encore espace politique et espace fonctionnel. C'est en tout cas un espace de contact. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure nous invite-t-il à repenser les relations entre centre et périphérie dans les métropoles? Parce que d'une certaine manière, l'aéroport tend non seulement à se fondre dans la ville, mais est-ce qu'il n'en devient pas une en lui-même? Comment est-ce qu'on établit la juste distance? Est-ce qu'il existe une juste distance entre une ville et son aéroport? Comment définir la notion de proximité de la ville à l'aéroport? Si vous pensez à certaines villes, regardez ce qui se passe à Berlin, par exemple, qui tourne de manière assez douloureuse, on peut dire, sur son sujet aéroportuaire. L'aéroport peut-il faire ville? Pensons, par exemple, aussi à ce qui se passe en ce moment dans l'aéroport de Singapour, où on a construit une bulle de biodiversité qu'on appelle le joyau, qui devient un lieu en lui-même. Bref, ce que nous voulons interroger ce soir, c'est la lente transformation, ou la lente transformation des perceptions de l'aéroport, cette infrastructure qui pourrait être un morceau de ville à part entière, et en nous interrogeant, en 2050, l'aéroport, qu'est-ce que ce sera? Pour parler de ce sujet, alors déjà pour animer cette réunion, Raphaël Languillon, chargé d'études seniors à la Fabrique de la Cité, et par ailleurs enseignant-chercheur à l'Université de Genève. Nous avons réuni Stéphane Crétel, qui est chef de l'innovation stratégique d'Air France, et Laurent Terral, vous êtes chargé de recherche au laboratoire Ville, Mobilité et Transport du CNRS. Merci à tous.
Merci Cécile pour l'introduction de cette session. Alors avant de donner la parole à nos deux invités qui nous ont fait le plaisir d'intervenir ce soir sur cette thématique, quelques mots sur cette formulation un peu étrange, aéroport 2050, commutateur d'échelle urbain. Alors ce n'est pas commutateur d'échelle urbaine, il n'y a pas de faute, hein, c'est vraiment un commutateur d'échelle qui est urbain. Alors, qu'est-ce qu'un commutateur? C'est ce qui permet de faire passer de différentes échelles, de l'échelle locale à l'échelle globale et inversement. Et c'est vrai que ce que l'on observe souvent avec les aéroports, c'est que, au-delà du fait que l'on arrive à atteindre et à joindre le global, à devenir soi-même global, quand on arrive dans l'aéroport, on a un écrasement, parfois, la plupart du temps d'ailleurs, soudain, à la fois des métriques, des vitesses, des distances, et l'enjeu, c'est la rupture de charge, mais également la rupture de vélocité. C'est-à-dire comment passer d'un mode de transport global qui va extrêmement rapidement, la plupart du temps d'ailleurs en ligne droite, à la complexité des transports interurbains et intra-urbains. Donc c'est pour répondre à cette image, à cette formulation. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. C'est d'abord Paul Claval, géographie sociale, la ville comme commutateur d'échelle, également commutateur de classe sociale, qui avait proposé cette image dans les années 80, que nous reprenons ici puisque nous la trouvons d'une incroyable modernité et d'une incroyable contemporanéité. Et donc pour traiter de ce sujet, je vais sans plus attendre donner la parole à Stéphane Crétel. Je rappelle juste les modalités de la table ronde. Vous avez chacun un quart d'heure de parole et nous enchaînerons ensuite sur un format table ronde et puis nous ouvrirons à la fin les questions au public. J'espère que vos questions seront nombreuses. Si vous y pensez, n'hésitez pas à les noter pour ne pas les oublier. Stéphane Crétel, c'est à vous. Bonjour à tous. Chef de projet innovation stratégique pour Air France. Alors c'est quoi? C'est qu'en fait, plutôt au titre du groupe Air France KLM, j'éclaire et je réfléchis sur ce que pourrait être notre business model à l'horizon de plusieurs décennies. Pour ça, peut-être juste là, il y a toujours, quand on démarre une présentation, il y a toujours l'appropriation de la chose. Alors, aborder les questions d'innovation ou aborder les questions prospectives, c'est quelque chose qui est très méthodologique, où on doit d'abord organiser, non pas des invariants, mais des faits, des choses qui sont connues, qui sont dans notre horizon. Et parmi celles-là, le fait que le transport aujourd'hui, par les moyens, devient de plus en plus rapide. Avec l'accélération du transport, c'est l'ouverture de nouvelles destinations, de nouveaux horizons. Donc c'est aussi ces questions qu'on doit aborder pour le groupe Air France KLM. C'est des transports plus rapides et donc de nouvelles destinations. Le deuxième point qu'on doit intégrer dans nos réflexions, c'est la dimension technologique et le fait que la technologie fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et je pourrais citer l'iWatch et l'Apple Pay et le paiement sans contact. C'est des choses qui étaient de l'ordre de l'irréel il y a quelques années encore, avec beaucoup de questions sur la sécurité. Et aujourd'hui, le paiement sans contact au poignet de notre montre, c'est un élément de notre quotidien, ou ça devient de plus en plus un élément de quotidien. Dans la continuité de l'intégration de cette technologie, finalement, pourquoi la technologie ou la technologie au service de quoi? Pour faire en sorte que le passage, parce que le transport, c'est aussi, ou le voyage, c'est aussi une accumulation d'une succession d'étapes. Dans la place de quand on interroge la place de l'aéroport dans la cité, on n'évoque pas l'ensemble des moyens intermodaux qu'il faudra utiliser ou envisager pour passer de la ville à l'aéroport et au retour de l'aéroport à la ville. Donc, et tout ça, et je passe sur la question des frontières, sur la question sûreté, sécurité, ça veut dire que quand on voyage, on doit passer beaucoup d'obstacles. L'enjeu de l'innovation, c'est de supprimer ces obstacles.
soit à travers la technologie, soit à travers la législation. Et comment on organise l'ensemble de nos processus pour faire que le parcours d'un point A à un point B, intégrant différents lieux, différents moyens de transport, soit seamless en anglais. L'autre enjeu du transport et du voyage, c'est pour nous, c'est finalement réconcilier deux dimensions qui sont très très différentes. En nombre de passagers, et c'est une discussion qu'on a eue sur d'autres sujets de mobilité, on parle de centaines de milliers, on parle de millions de passagers. Et donc ce qui implique qu'on ait des processus très industriels. Et en même temps, le transport aérien, c'est une expérience, et chacun de nos passagers, chacun de nos clients attend une expérience qui lui est spécifique. Et ça implique une hyper-personnalisation de l'expérience dans un contexte extrêmement industriel ou industrialisé. Et donc c'est cette, je ne voudrais pas dire dichotomie, mais c'est ce contraste entre volume et capacité, process, et personnalisation de l'expérience ramenée à l'individu qu'on doit aborder. Corollaire de la personnalisation de l'expérience, il y a aussi dans le contexte de l'avion des recherches pour rendre l'espace contraint de l'avion flexible. Je donne juste un exemple. Il y a certains vols qui sont des vols de jour où on a envie de rester éveillé, de passer du temps pour déjeuner ou passer du temps pour regarder un film, passer du temps pour profiter de cette expérience avec ses amis, sa famille. Et il y a des vols de nuit où là, l'enjeu, c'est de se reposer et de dormir. Alors, dans certains cas, il s'agit juste d'éteindre ou d'allumer la lumière, mais dans d'autres cas, il s'agit d'offrir des sièges qui se transforment en lit dans certaines situations ou se transforment en table où on peut déjeuner à deux dans d'autres situations. Et donc, la gestion de la flexibilité de l'espace, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Je pourrais aller jusqu'à l'extrême, enfin non pas l'extrême, mais de dire que selon les situations, on a des vols où il y a plutôt une clientèle première et affaires qui cherche du luxe et de l'espace qui voyagent, alors que le reste de la cabine est occupé par des passagers économie qui ont une autre manière d'aborder l'expérience du voyage. Il peut aussi que selon la saisonnalité des avions, la saisonnalité des vols, selon les jours de la semaine, le mixte, c'est-à-dire la quantité de passagers prêts à payer un petit peu plus cher pour davantage de confort versus des passagers qui sont très sensibles à l'économie, ce mixte change et donc on doit trouver des moyens d'amener de la flexibilité dans l'avion. Alors, ça c'est pour l'avion, mais on voit bien qu'au sol aussi, et le lien avec l'aéroport se fera là, il y a aussi la nécessité de gérer des flux différents, de clientèles différentes à des moments différents. Voilà. Dernier paramètre pour nous, c'est bien entendu la question de l'impact sur l'environnement. Bon, je ne vais pas revenir sur l'empreinte carbone. Il y a plein de paramètres qui sont des facteurs positifs de la contribution du transport aérien au développement durable. Bon, il n'y a pas seulement la question de l'empreinte carbone, il y a plein d'autres facteurs, des facteurs d'emploi, des facteurs d'économie, qui font que on doit, tout en limitant notre impact sur l'environnement, avoir conscience qu'on a une contribution positive au développement. Voilà. Alors, ça, c'est un certain nombre de paramètres qui sont finalement ce qu'on doit réussir à faire. Comment on fait au quotidien pour y arriver? Comment on fait pour traduire ces bonnes intentions en process d'innovation? Et c'est là où on fait le lien avec l'aéroport, c'est que le transport aérien, c'est quelque chose qui connecte des villes. Et donc, pour envisager ce que sera le futur du transport aérien, il faut intimement comprendre ce que seront le futur des pays et le futur des villes, avec l'émergence des mégacités, Singapour, Dubaï, mais il y a Kuala Lumpur en Afrique. Bon. Où seront, et c'est le deuxième point, c'est où seront les pôles économiques de demain
et quelles seront leurs morphologies. Voilà. Le troisième point, c'est de faire le lien avec les enjeux sociodémographiques. Et paradoxalement, il y a des endroits où la croissance démographique va être très importante, mais qui ne va pas se traduire par une croissance symétrique du transport aérien. Et ça, c'est des choses qu'on doit anticiper. Une tentative de modélisation, parce qu'on doit créer des modèles prédictifs, on doit créer des modèles scientifiques pour modéliser tout ça. Et le troisième facteur, et qui est encore, enfin le troisième, un autre facteur qui est encore, j'ai pas envie de dire éloigné, mais qui est différent, c'est les phénomènes de digitalisation et le fait que et cette liaison entre le digital et le virtuel et le réel. Et la manière dont se joue cette relation entre le réel et le virtuel doit aussi être intégrée dans nos réflexions. Voilà. Donc, là, j'ai fait un panorama très large de, finalement, ma mission, notre mission, et on va le développer tout à l'heure, mais la question de l'expérience au sol et la question du rôle de l'aéroport et de l'infrastructure aéroportuaire dans notre expérience de voyage est très importante et on le développera tout à l'heure. Merci Stéphane Crétel. Peut-être avant de passer la parole à Laurent Terral, juste une petite question pour préciser. Vous êtes un prospectiviste, en plus d'être un spécialiste de l'innovation, et vous travaillez pour une compagnie aérienne. Alors, les aéroports, dans l'optique compagnie aérienne, c'est d'abord des points qui connectent des flux. Comment est-ce que vous voyez cette approche, cette connexion entre le flux porté par la compagnie aérienne et l'aéroport en tant que pôle ou hub qui interconnecte ces différents flux et ces différentes compagnies? Comment est-ce que vous articulez, vous, en tant que compagnie aérienne, le flux avec l'ancrage au sol, en fait, maintenant et en 2050? Alors, maintenant, et je pense qu'en 2050, ce sera encore le cas, on doit faire cohabiter deux choses. L'aéroport, c'est un élément fonctionnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui crée, c'est un sas ou c'est un élément fonctionnel qui crée cet élément de liaison entre une expérience de mobilité urbaine, la vraie vie, enfin la vie de tous les jours au sol, et quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel, qui est le voyage en avion. Et quand je dis quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel, c'est que ça n'est pas naturel, c'est anti-gravité, c'est quelque chose qui n'est pas naturel de voler dans un avion. Et même si les compagnies aériennes font en sorte de rendre cette chose absolument neutre du point de vue, et de créer au contraire une expérience particulière, le rôle de l'aéroport, c'est pour nous de permettre cette transition d'un état de mobilité au sol, un état de citoyen mobile. Enfin, comment je fais passer le citoyen mobile au sol à mon passager assis dans un avion pour quelques heures? Ce rôle de transition, ce rôle de sas, je dois à la fois l'envisager du point de vue de la fonction et dans certains cas minimiser le temps de passage dans ce sas, et dans un autre cas je dois faire un lieu d'expérience qui est une anticipation ou une continuation de mon expérience de vol. Alors je vais malheureusement, pour donner des exemples d'expérience, je vais parler des expériences première classe ou des expériences business. Mais ça reste, on peut facilement les transposer avec d'autres offres sol. On a ouvert, enfin Air France a repositionné son produit la première et a créé une expérience au sol exceptionnelle, avec un restaurant, avec un chef étoilé Michelin. Depuis qu'on a créé ce restaurant et cette expérience, nos passagers la première viennent très en avance à l'aéroport. Parce qu'ils veulent commencer cette expérience de voyage dès l'arrivée à l'aéroport, dès ce moment où ils vont être au restaurant. Pour d'autres, c'est le duty free.
Pour d'autres, c'est d'autres éléments de l'expérience au sol qui vont être sublimés. À l'inverse, on a des hommes d'affaires qui doivent faire l'aller-retour dans la journée et qui doivent aller très très vite, ou qui voyagent très fréquemment, et pour lesquels le passage à l'aéroport est un moment pénible, est une perte de temps. Et donc, on doit trouver des infrastructures, ou on doit mettre en place des infrastructures qui, non pas opposent, mais réconcilient ces deux dimensions. C'est-à-dire minimiser l'impact de tout ce qui est de l'ordre du process, et notamment les contrôles sûreté-sécurité, le passage des frontières, toute cette dimension-là. Donc tous les éléments fonctionnels du SaaS doivent être, dans la mesure du possible, automatisés, minimisés, facilités, alors qu'on doit donner le choix à nos passagers de profiter de tous les éléments d'expérience. Et l'avion, le transport aérien, de manière générale, c'est cette dichotomie entre, c'est schizophrène, entre quelque chose qui est de l'ordre du processus, un processus extrêmement minutieux, précis, rigoureux, complexe, et ce qui est de l'ordre de l'expérience. Et donc, ce qu'on dit là, et à l'horizon de 2050, ça restera vrai. Comment je fais en sorte de minimiser les aspects négatifs du process, et comment je fais en sorte de les automatiser, de donner plus de place et de choix surtout à l'expérience. Voilà. Merci pour cette réponse tout à fait passionnante. Moi, ce que je retiens effectivement de votre présentation, vous avez parlé d'infrastructures schizophrènes ou de dichotomie, je dirais plutôt de façon plus neutre peut-être, l'aéroport comme étant un objet dual. C'est un objet qui fait passer du local au global, c'est un objet que l'on veut franchir rapidement, mais en même temps, on cherche une expérience, donc du coup, on cherche à passer du temps. C'est un objet qui est à la fois ordinaire et qui devient exceptionnel par sa fonction, exceptionnel par ses impacts, exceptionnel en termes également d'expérience. L'ordinaire et l'exceptionnel, là, s'articulent également très bien sur l'aéroport. C'est également un objet dual en termes d'externalité positive pour la ville et négative, puisque les grandes villes se construisent autant avec que contre l'aéroport en termes d'aménagement urbain et de planification des territoires. Et là, ça m'amène ces considérations géographiques et territoriales à vous, Laurent Terral, où dans le cadre de vos travaux, vous avez été amené à travailler sur le maillage territorial de l'aéroport et les rapports entre plusieurs échelles de territoire et l'infrastructure, que ce soit l'infrastructure des grands aéroports internationaux, mais également plus modestement les aéroports régionaux et les petits aéroports. Donc la parole est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire part finalement un peu d'une expérience à laquelle j'ai eu l'occasion de participer, dont l'objet aéroportuaire est assez récent dans mes recherches, ça date de 3-4 ans, et j'y suis venu à l'occasion d'une mission qui a été organisée par le CSAC. Le CSAC était, et toujours, le Conseil supérieur à l'aviation civile, qui s'interrogeait finalement sur l'évolution du maillage aéroportuaire français depuis ces 20 dernières années et depuis, on va dire, la libéralisation du transport aérien et l'ouverture du ciel européen à la concurrence. Et donc, les réflexions que je vais partager avec vous ce soir sont issues en bonne partie de ce rapport et des réflexions que je continue à mener en parallèle. Alors, première question qu'on s'est posée, c'était de savoir finalement, mais à quoi correspond aujourd'hui le paysage aéroportuaire français? Alors évidemment, tout le monde connaît les aéroports parisiens, les fréquente. Et puis quand il s'est agi de faire une comptabilité, on s'est rendu compte que même avec des spécialistes, c'était compliqué de compter nos aéroports. Alors le journal officiel dit qu'il y en a 486, ça inclut évidemment beaucoup d'aérodromes, des pistes en herbe. 337, c'est un nombre qu'on peut retrouver, qui sont les aéroports
qui sont ouverts à la circulation aérienne publique, donc qui peuvent accueillir des passagers commerciaux. 108, vous voyez que le nombre se réduit, ce sont ceux qui ont réellement accueilli des passagers commerciaux. Et 57, ce sont ceux qui opéraient, donc à ce moment-là, donc il y a 2-3 ans, des lignes régulières. Et donc, une première question, et je dirais qui est souvent source d'ailleurs de débats, voire même de conflits, c'est de dire « Ah, mais la France, c'est un pays qui a une très forte densité aéroportuaire. Alors, est-ce qu'elle est disproportionnée ? Je ne sais pas, tout dépend, je voulais indiquer ce qu'on met dans le dénominateur, c'est-à-dire si on met 486 ou bien 57, on n'a pas du tout le même résultat. Si on prend les 57 qui offrent des lignes aériennes régulières, ça fait à peu près un aéroport pour 1 200 000 personnes. C'est pas plus, pas moins que l'Allemagne par exemple. Et puis ça dépend évidemment, je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de nombre optimal d'aéroports, ça dépend beaucoup de la géographie du pays, du type de discontinuité spatiale auquel on a affaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un certain nombre de territoires outre-mer, donc il y a des questions de continuité territoriale. Bref, il y a plein de façons de dire que finalement ce nombre n'est pas si démesuré que ça, mais on pourrait aussi dire l'inverse. Alors, je n'entre pas dans le détail. Ensuite, alors on a eu la chance de se déplacer, d'aller dans les régions, de faire un peu le tour de France des régions et donc des aéroports, d'en rencontrer plusieurs. Alors les aéroports dont on parle depuis le début, ce sont surtout des très grands aéroports, c'est ce qu'on appelle les hubs aujourd'hui. Nous, on a surtout vu des aéroports de taille moyenne et surtout des petits, je dirais. Et donc, quand il s'est agi d'essayer de faire un peu une synthèse de tout ce qu'on avait vu et de faire une typologie, on a réalisé que c'était finalement très compliqué. Trouver deux aéroports qui se ressemblent, c'est pas simple. On a malgré tout tenté de faire une typologie alors qui regroupe en gros les grands aéroports parisiens. On a même rajouté Beauvais parce que bon, Beauvais, je pense, ne serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas Paris à côté. Il y a des grands aéroports régionaux, on les connaît tous, c'est les aéroports toulousains, bordelais, marseillais, lyonnais. Ensuite, on avait identifié des aéroports métropolitains qui étaient une classe inférieure. Alors, on parle en termes de trafic commercial de passagers. Et ensuite, on a essayé de les distinguer sous d'autres formes. Alors, par exemple, on a un certain nombre aujourd'hui d'aéroports qui sont essentiellement des aéroports importateurs de voyageurs. C'est-à-dire que l'aire de chalandise n'est pas forcément locale, elle est à l'extérieur. Elle vient souvent des pays on va dire, du Royaume-Uni ou bien de l'Europe du Nord, plus généralement. Il y a aussi des aéroports, ils sont moins nombreux, exportateurs, c'est-à-dire qui se sont spécialisés vers des destinations, on appelle ça, je pense, c'est du trafic affinitaire. Donc, par exemple, vous avez un certain nombre d'aéroports qui permettent de relier une ville, je pense à Dole, par exemple, avec le Portugal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte communauté locale portugaise et que finalement, les lignes fonctionnent plutôt pas mal. Et ensuite, on a une catégorie alors, qui demeure toujours, malgré les efforts qu'on a pu faire, les lignes à grande vitesse, l'aménagement du territoire. Ce sont des aéroports qu'on a qualifiés de désenclavement, c'est-à-dire des aéroports qui sont là parce que, alors ils sont souvent adossés à une petite ville, mais parce que le seul moyen de sortir rapidement du territoire, ça demeure toujours l'avion. Et ils sont au nombre d'une douzaine, je pense. Alors, comprendre le paysage aéroportuaire français et comment il a évolué, c'est comprendre beaucoup, c'est le relier d'abord à des éléments de croissance. Alors, vous savez tous que le transport commercial continue de croître. En 20 ans, en France, il a été quasiment multiplié par 2. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder justement cette recomposition des flux. Et j'attirerai votre attention, bon j'ai mis le graphique, mais on y reviendra plus tard si nécessaire. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a encore 20 ans, c'était les flux domestiques qui étaient dominants. Aujourd'hui, ils sont relégués en 3e position. Ce sont d'abord les flux à destination de l'espace économique européen qui sont classés premiers. Et en second, viennent ensuite donc, les flux à destination du reste du monde, je dirais. Et 3e, les flux domestiques. Donc ça, c'est une recomposition majeure sans laquelle on ne peut pas comprendre, je pense, l'évolution du paysage aéroportuaire français aujourd'hui. Alors,
vous parliez de commutateurs. Alors, commutateurs, mais pour qui? Et quand je dis pour qui, c'est pour quel type de territoire? Évidemment que l'intérêt d'un aéroport, c'est de pouvoir être connecté. C'est ce qu'on appelle, en géographie, enfin, le terme un peu technique, c'est améliorer la connectivité des territoires. Alors, comment l'améliorer? On la mesure d'abord, évidemment, avec le temps d'accès à l'aéroport. Alors là, vous voyez que plus c'est foncé et plus on a des temps d'accès réduits à la plateforme la plus proche. Et on mesure aussi la connectivité au nombre de destinations, à la fréquence. Alors là, on peut prendre un certain nombre de critères. Là, le critère qu'on avait pris, c'est l'accessibilité aux aéroports pour des déplacements à motif affaires. Ce qu'on mettait derrière affaires, c'est avoir une fréquence régulière de l'ordre de 5 vols hebdomadaires vers une autre destination. Et donc, vous voyez, ça donne cette carte. Alors, si on avait changé le motif, on aurait obtenu une autre carte. Et j'ai pris celle-ci parce qu'elle est assez révélatrice, malgré tout, des besoins, je pense, en déplacement aujourd'hui. Et donc, on constatait que, donc, il y a 2-3 ans, hein, ça a peu évolué, environ 70% de la population française était à moins d'1 heure de cette offre. Et je pense que c'était un petit peu plus de 90% qui étaient à moins de 2 heures. Alors vous voyez effectivement des zones de creux, hein, je pense à la Bourgogne, le sud de l'ex-Champagne-Ardenne, donc ce sont effectivement des zones où il y a peu d'aéroports, mais ce sont aussi des zones très peu peuplées finalement. Alors, j'en viens peut-être à des éléments de réflexion, et j'ai posé ça en termes plutôt je dirais, d'interrogation, hein. On parle souvent du couple aéroport-territoire. Alors, quels seront les défis pour ce couple-là au cours des prochaines années? On en a identifié un certain nombre dans le rapport. Alors, bon, j'ai un peu forcé sur la métaphore, vous me pardonnerez. Je dirais qu'un premier risque, c'est de constater qu'on a un certain nombre de couples illégitimes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la réglementation européenne en matière de ligne directrice du transport aérien s'est durcie. Vous savez tous que les aéroports sont considérés comme des entités commerciales, donc qui opèrent dans un marché ouvert. Et donc, on a un certain nombre de couples, enfin, d'aéroports et de territoires qui fonctionnent grâce à des subventions qui sont aujourd'hui très regardées et très contrôlées par l'Union européenne. Et donc, un certain nombre d'aéroports sont aujourd'hui sous l'œil de Bruxelles et pour les subventions qui sont accordées. Et donc, ça, quand on essaie de se projeter à moyen, long terme, ça met en péril peut-être un certain nombre d'aéroports. Corollaire de cette première puce, un certain nombre d'aéroports avec leur territoire sont donc sous perfusion financière. Et là, il y a un certain nombre d'arbitrages. Alors, quand je dis sous perfusion financière, c'est que, par exemple, un certain nombre d'aéroports fonctionnent encore grâce à des lignes opérées sous obligation de service public. Il faut savoir que je pense qu'on est passé en 20 ans de 28, 30, une trentaine de lignes opérées en obligation de service public à un peu moins de 10 aujourd'hui. Donc l'enveloppe se réduit. Les collectivités qui participent au financement de ces lignes réduisent aussi leur enveloppe et ont parfois des choix à faire. Et donc sont amenées à parfois sacrifier la subvention qui était accordée pour faire opérer la ligne. Le dernier exemple que j'ai en tête, je pense que c'est Lannion, le Lannion-Paris qui existait depuis un certain temps, a cessé de fonctionner, je pense, depuis, je crois que c'est mars 2018. Alors, vous allez me dire, il y a l'arrivée de la ligne TGV, alors elle ne va pas tout à fait à Lannion, mais voilà un type de subvention finalement qui tente à se tarir et qui donc met aussi peut-être en péril l'activité commerciale de certains aéroports. Il y a aussi des couples qui sont moins à propos. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'effectivement, et là aussi ça fait le lien avec l'exemple précédent, c'est qu'on réalise qu'aujourd'hui, un certain nombre de villes sont plutôt très bien connectées
par d'autres moyens de transport rapide, et là je pense en particulier aux lignes à grande vitesse, et donc ça rend moins pertinent la liaison aérienne. Alors on a pu le voir à l'ouverture de la ligne, par exemple, à grande vitesse Méditerranée en 2001. Bon, le Avignon-Paris a disparu, le Nîmes-Paris a disparu, le Montpellier-Paris s'est maintenu, mais avec beaucoup moins de fréquence. Et donc on voit que le long de ces lignes à grande vitesse, un certain nombre d'aéroports périclitent, parfois développent d'autres lignes, parfois pas. Quatrième défi, je dirais, auquel on est confronté aujourd'hui, il y a eu, depuis une quinzaine d'années, un changement assez majeur dans la gouvernance des aéroports. C'est qu'auparavant, il y avait un couple très fidèle qui était l'État et les CCI. Donc l'État possédait les aéroports et les CCI les opéraient, c'était l'opérateur traditionnel. On a considéré qu'avec l'ouverture à la concurrence, la possibilité donc d'abord de céder les aéroports aux collectivités territoriales qui étaient demandeuses. Et donc là, pourquoi l'idée qu'il y avait derrière, c'était de dire vous connaissez mieux le territoire que nous, donc développez vos aéroports, faites des stratégies en fonction du type de territoire que vous êtes et choisissez votre opérateur. Et donc là, on voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'opérateurs privés sont entrés sur le marché. Donc ils sont pas très nombreux, ils sont, je dirais, 4-5 actuellement à se partager le marché. Et donc ça rend effectivement des relations parfois de proximité entre aéroports plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux de compétition pour l'ouverture de lignes, pour le maintien de certaines lignes. Dernier élément, alors je dis, bon, c'est un peu provocateur hein, comme question, mais est-ce que c'est un couple sans avenir ? Je me projette à l'horizon 2050. Alors, c'est vrai qu'entre le moment où on a fait ce rapport, qui est paru il y a 2 ans, et le moment où j'en parle aujourd'hui, j'ai l'impression que les débats se sont durcis. J'ai l'impression que, et pour être encore en contact avec des gens qui travaillent, notamment à la Direction générale à l'aviation civile, on sent que l'avion, aujourd'hui, est une cible. Parfois, ils le vivent mal. Et donc, comment finalement ce couple va pouvoir survivre ? Alors, évidemment qu'on ne pose pas la question d'aéroports majeurs, qui sont des commutateurs indispensables, qui sont des liens indispensables pour s'insérer dans la mondialisation, vous le disiez. C'est vrai aussi de certaines villes moyennes ou de taille intermédiaire qui disent mais nous aussi on veut participer à ce jeu-là, nous aussi on a besoin d'un aéroport justement pour ne pas rester périphérique à toute cette activité mondiale. Et donc en fait, je me pose la question en vous la posant finalement, j'ai pas de réponse très nette à apporter, mais je pense qu'effectivement l'avenir se pose pour un certain nombre d'entre eux du fait du durcissement des débats, du fait qu'on vit des épisodes aujourd'hui qui font douter de l'avenir, en tout cas de certaines liaisons probablement. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent Terral pour votre exposé extrêmement clair. C'est vrai que généralement on pense assez peu l'aéroport en termes de justice spatiale, en termes d'équité ou de continuité territoriale, et vous avez bien démontré que pour un certain nombre de territoires et un certain nombre de villes et même de régions entières, l'aéroport est un équipement qui, même s'il est mal aimé, est parfois nécessaire, réclamé par les élus, une partie de la population, en termes d'accessibilité aux échelles supérieures de la globalisation, en termes également d'accessibilité tout simplement aux pôles économiques nationaux et européens, et qui permet parfois de pallier un déficit de desserte. Vous avez bien montré l'accessibilité des aéroports, votre carte avec les figurés, le gradient bleu. C'est vrai que normalement en France, on parle souvent de la diagonale du vide, et là dans votre carte, on ne la voit pas, cette diagonale du vide. Au contraire, une grande partie des aéroports se trouve à l'intérieur de cette diagonale et participe de son désenclavement et contribue à l'amarrer donc à ce monde complexe, globalisé, européanisé, et qui concerne à présent y compris les territoires locaux et ruraux. Alors,
C'est vrai qu'à l'issue de vos deux présentations, quand on pense à l'horizon 2050, qui est à la fois lointain et puis finalement assez proche, j'ai quand même envie de vous poser la question, au final, au-delà des différentes typologies d'aéroports dont vous avez parlé, au-delà des différentes fonctions aéroportuaires dont vous avez parlé également, Stéphane Crétel, on pourrait vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un aéroport ? Quelles sont ses fonctions qui le constituent? Et puis surtout, est-ce qu'il existerait des invariants qui permettraient de clarifier un petit peu son évolution à l'horizon 2050? Ou est-ce que les aéroports des années 2050 seront extrêmement différents de ce que l'on connaît actuellement? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est qu'on n'évoque pas l'aéroport en tant qu'élément nécessaire à la navigation aérienne. Un aéroport, c'est 3 choses. C'est une aérogare, c'est une piste, et c'est tous les éléments d'électronique liés à la nécessité de guider les avions à l'atterrissage. Et si je suis caricatural, et si je fais une référence à l'histoire, il y a une époque, les aérogares, ils étaient en ville. À Paris, l'aérogare des Invalides, jusqu'aux années 60, avait comme fonction d'enregistrer les passagers avant, et donc de prendre en charge leurs valises, avant que ces passagers ne soient chargés dans des bus, dans des autocars, et que ces autocars arrivent au pied des avions. Vous savez tous, si je vous le montre, vous avez tous en mémoire les petites valises en tissu avec le logo Air France, Paname, vous les avez tous. Est-ce que vous les voyez, ces petites valises? Quelle était la fonction de ces petites valises? La fonction de ces petites valises, c'était de donner à nos passagers, ou à ces passagers de l'époque, la possibilité de porter avec eux le strict nécessaire. Tout le reste partant dans des camions et quittant le flux des passagers. Donc, si je reviens à l'aéroport en tant que fonction, la fonction première de l'aéroport, c'est la piste d'atterrissage. La fonction première de l'aéroport, c'est de rendre possible le décollage et l'atterrissage de l'avion. Le reste est accessoire. Désolé, mais pour un gestionnaire d'infrastructure aéroportuaire, le passager, c'est quelque chose qui est embarrassant. C'est quelqu'un qui fait pipi, c'est quelqu'un qu'il faut chauffer, climatiser. Le passager est embarrassant. La source de revenus des aéroports, c'est les taxes aéroportuaires. La deuxième source de revenus d'un aéroport, c'est le parking. Et donc, moi, j'aimerais interroger, moi, l'interrogation que j'ai aujourd'hui et l'invariant que je pose, l'invariant de l'aéroport, c'est l'élément de navigation navigation aérienne, c'est l'élément fonctionnel, technologique, technique, physique, qui rend possible le décollage et l'atterrissage des avions. Dans les années 60, et jusqu'aux années 60 et l'ouverture de l'aéroport d'Orly, les passagers étaient accueillis, je me répète, à l'aéroport des Invalides. Et le reste, ça n'existait pas. Et donc cet invariant-là, il reste la rupture, tant qu'on aura des gros avions, ça restera ça. Et ça restera d'autant plus ça qu'on veut que nos avions atterrissent, quelles que soient les conditions météorologiques, atterrissent la nuit, le jour. Donc ça reste. Les avions sont de plus en plus lourds, de plus en plus gros. Et corollaire de la montée en taille de ces avions, les pistes doivent être d'autant plus longues. Et donc, moi, j'aimerais que de la même façon... Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'intervention de Laurent, c'est qu'elle met en perspective... Moi, j'ai abordé le sujet sur la dimension d'expérience. Laurent l'a abordé sur la dimension de territorialité, du lien entre l'infrastructure aéroportuaire et la ville. Rappelons que l'aéroport, c'est lié à l'avion. Et une des perspectives, à l'horizon 2050, c'est finalement quels moyens de transport aérien, quels moyens de mobilité aérienne à l'horizon 2050. Corollaire de la question,
Quelle énergie pour les avions à l'horizon 2050? Je remets en perspective, alors je sais que quand j'ai déroulé l'ensemble des paramètres que j'intégrais dans ma réflexion, j'ai parlé de maillage socio-économique, grand. Le fait est qu'aujourd'hui, on sait que les pôles économiques, et donc là où seront nos voyageurs demain, seront plus nombreux et plus petits. Et si je vais encore plus loin, ils seront plus nombreux, plus petits, et pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, l'avenir de l'aéroport en tant qu'infrastructure, il est intimement lié à deux choses. À quelle technologie pour la mobilité aérienne? Et je peux faire référence aux drones. Vous avez tous vu les flying taxis proposés par Uber. Vous avez entendu récemment que Airbus et d'autres s'associaient pour construire ou envisager des avions hybrides. Corollaire de l'hybridation des avions, c'est des avions plus petits et plus légers. Et pourquoi on envisage des avions plus petits et plus légers? Ce n'est pas seulement parce qu'il y a une limite technologique à la batterie, c'est parce qu'on anticipe le fait que nos besoins de mobilité aérienne dans le futur vont changer vers quelque chose qui sera moins hub and poke, c'est-à-dire gros aéroports qui sont alimentés par des moyens de transport terrestre ou des avions européens. On imagine que les modules vont être plus petits et plus nombreux pour mailler le territoire d'une autre manière. Et donc, aujourd'hui, l'invariant aéroportuaire, c'est la piste d'atterrissage qui permet d'accueillir le moyen de transport, les éléments de navigation liés à l'appareil qu'il faut accueillir, accessoirement, le traitement des passagers. Merci pour ce retour aux bases définitionnelles de ce qu'est un aéroport. Laurent Terral, est-ce que vous aviez des éléments à apporter en tant que géographe sur cette définition et son évolution? Alors, mais évidemment qu'on ne peut pas dire l'inverse. Un aéroport, c'est une piste, c'est un aérogare, c'est éventuellement des passagers. Et alors, encore une fois, je vais partager un peu les surprises qu'on a eues à l'occasion de cette tournée là, des aéroports français, c'est que pour un certain nombre, c'est une piste avec peu d'avions qui atterrissent, c'est un aérogare vide, mais c'est une activité importante. Et ça, je dirais que on s'y attendait peut-être pas, ou en tout cas on ne s'attendait pas à le voir de manière aussi fréquente. C'est qu'un certain nombre d'aéroports en France aujourd'hui n'accueillent quasiment plus d'aéroports de passagers commerciaux. En revanche, il y a toujours une activité. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une activité industrielle qui s'était développée en bordure d'un certain nombre de pistes de petits aéroports, et que les gens vous parlent de l'aéroport non pas pour les vols qui décollent et qui atterrissent, mais pour l'activité industrielle qu'il y a autour. Et ça, c'est un élément de surprise parce que on le voit une fois, on le voit deux fois, mais quand ça se répète et qu'on vous dit ah ben Dinard, oui, il y a quelques vols, mais ce qui compte, c'est de maintenir la piste parce qu'il y a 500 emplois reliés à Sabena Technics dont repeint des avions en bordure de piste. À Tarbes, il y a un aéroport qui fait un peu de trafic commercial de passagers, qui accueille des pèlerins qui vont à Lourdes. Il y a aussi beaucoup d'activités aéronautiques industrielles autour. Et donc, alors je ne sais pas si c'est un invariant, on va continuer probablement à fabriquer des avions, à les désosser. Et toute cette activité industrielle qui se retrouve en bordure des pistes, elle est essentielle pour faire vivre un domaine aéroportuaire. Je ne vous parle évidemment pas de Toulouse avec les usines Airbus qui sont en bordure des pistes. Donc c'est un élément, je pense, qui n'est pas partagé par tous les aéroports, mais qui se répète et qu'on oublie parfois, mais qui est essentiel. Et on défend souvent l'aéroport, non pas pour le développement de son trafic commercial de passagers, mais pour les activités de logistique industrielle qui sont en bordure des pistes et qui ne seraient pas là sans la présence d'une piste. Donc cet élément-là était relativement intéressant. Ensuite, quand on essaie de projeter, moi, finalement, la question, je la trouve très difficile à répondre parce qu'on sait très bien que le transport aérien est extrêmement sensible aux événements internationaux,
à la conjoncture, donc se projeter à l'horizon 2050. Quand on a fait les courbes de progression du transport aérien en France, on s'est rendu compte qu'à partir de 2001 et pendant les 2-3 années qui ont suivi, alors que le transport croissait de l'ordre de 7-8% par an, stabilisation, voire même déclin. Qu'est-ce qui se passe? Un événement malheureux que vous connaissez tous, les attentats du 11 septembre. Ensuite, ouverture en France quasiment simultanée d'un certain nombre de lignes à grande vitesse, notamment la LGV Méditerranée. Quelques grosses compagnies qui se cassent la figure et vous avez un trafic qui se réduit. Alors après, c'est reparti, mais quels événements auront lieu dans 20-30 ans qui feront qu'on prendra peut-être moins l'avion? C'est extrêmement compliqué de se projeter à cet horizon-là, et je dirais que même l'horizon du 4-5 ans déjà me paraît lointain. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez tous, ou est-ce que vous connaissez TWA? Vous allez nous dire. Alors, TWA, c'était un des pionniers de l'aviation. TWA, c'est une compagnie qui a disparu parce que son modèle économique était uniquement long courrier transatlantique. Et que le jour où le transport aérien a été ouvert, il s'est trouvé des compagnies comme United, qui étaient des compagnies domestiques, qui ont eu le droit, qui opéraient des petits avions moyens, United, qui opérait des avions moyens et qui drainait le marché américain, a eu le droit d'opérer des avions long courrier pour le transatlantique. Et TWA a disparu. TWA, dans les années 60, a demandé à Eero Saarinen, un architecte très célèbre, de construire le Flight Center de TWA. Dans les années 60, le Flight Center de TWA, c'était comme nous en France, l'ouverture d'Orly inaugurée par le général de Gaulle. C'était un élément symbolique très fort. Et aujourd'hui, et alors on fait référence à septembre 2001, l'aérogare en question s'est trouvé difficile à opérer. Il n'était pas prévu pour répondre aux nouvelles règles de transport aérien, aux nouvelles règles de sécurité. Mais reste que le bâtiment en tant que tel, iconique, absolument magnifique, est resté. La dimension symbolique du bâtiment, et je fais le parallèle avec la dimension symbolique de la piste ou la dimension symbolique de l'existence de l'aéroport. Cette dimension symbolique, elle est restée, et l'aérogare, le Flight Center de TWA, a été opéré par une deuxième compagnie qui a construit des choses à côté, des choses fonctionnelles à côté du bâtiment génial, architecturé. Le bâtiment, en tant qu'élément symbolique du transport, est resté. Troisième évolution, le bâtiment en question a été transformé en hôtel dans l'aéroport. Ça n'est plus une aérogare, il n'a plus de fonction de transport, mais il a une fonction d'hôtel. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'une des dimensions qui est probablement invariable, c'est que le transport aérien et toutes les infrastructures liées au transport aérien, c'est des éléments qui nourrissent un imaginaire. Et l'imaginaire du voyage, l'ensemble des infrastructures qui sont liées à l'imaginaire du voyage, et à ce lien presque affectif, ce lien affectif au voyage, la raison pour laquelle des régions entières se battent pour maintenir l'aéroport, c'est aussi parce qu'il y a une dimension d'affect. Fonctionnellement, le train est plus efficace que l'avion. Mais la raison pour laquelle les régions ou les villes souhaitent maintenir l'aéroport, c'est cette dimension d'affect. Et donc, le deuxième invariant, un peu en opposition à l'aéroport, c'est cette dimension d'expérience et cette dimension de symbole dont il faut tenir compte. Alors, je retiens deux choses. D'une part, il était impossible de prévoir, quand on a inauguré ce terminal TWA, ce qu'il allait finir en hôtel un jour,
Et donc là, on a effectivement l'impossibilité de tout prendre en compte lorsque l'on inaugure une infrastructure majeure. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a néanmoins, au-delà de ça, au-delà de l'imprévisibilité, des invariants. Alors, j'ai bien entendu tous les éléments, un petit peu les épées de Damoclès dont vous avez parlé et qui semblent aller à l'encontre de la pérennité d'un certain nombre d'équipements ou d'infrastructures. L'une des questions que j'aimerais vous poser dans ce sens, c'est, alors on a parlé ce matin, à la Fabrique de la Cité, et ici à Building Beyond, de la transition écologique. On sait que dans le cadre de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, un certain nombre de députés ont proposé des amendements pour interdire ou limiter très fortement les relations aériennes lorsqu'elles ne sont pas jugées comme étant efficaces, c'est-à-dire lorsque le train ne dépasse pas 2 heures ou 2h30 par rapport à un transport aéroportuaire. Du coup, la question, évidemment, est de savoir, est-ce qu'en 2050, avec la transition écologique, avec les progrès d'autres modes de mobilité, on aura encore besoin d'aéroports, ou en tout cas de petits et moyens aéroports? La question est oui, évidemment. On est dans un monde, j'ai l'impression, où les interdépendances ne cessent de croître. Alors, évidemment, et on n'a pas fini d'explorer la planète, je pense. Et en tout cas, les liens qu'on pourrait avoir avec un certain nombre d'acteurs avec lesquels on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait avoir dans le futur. Ensuite, je dirais que ces interdépendances économiques, en bonne partie, mais aussi affinitaires, parce qu'on se mélange de plus en plus, elles sont quand même subordonnées à un autre type d'intégration qui est l'intégration politique. Il faut qu'on s'assure que on puisse circuler librement, comme on le fait aujourd'hui, mais comme parfois on peut le mettre en doute aussi. Et donc, tous ces éléments, je pense, sont à considérer quand on essaie de se projeter. C'est pour ça que, enfin, moi, je ne suis pas prospectiviste et j'ai beaucoup de mal à voir beaucoup plus loin que on peut essayer d'avoir en tête les éléments qui vont faire que oui ou non, le développement va se poursuivre. Mais comment ça va se faire, c'est compliqué. En tout cas, j'ai du mal à m'avancer et à voir les choses très clairement. Mais évidemment qu'on aura besoin... Alors, pour revenir à la question des propositions qui ont été faites sur, effectivement, supprimer des vols, je pense que dans ce genre de... Alors, évidemment qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Rennes-Paris, ça se fait très bien en TGV. Je pense que quand on prend l'avion à Rennes pour aller à Paris, c'est pas forcément pour s'arrêter à Paris. C'est pour aller ailleurs. Et donc là, il y a le fameux commutateur d'échelle, il se joue à ce niveau-là. Et donc, de la même façon que quand on prend l'avion à Nantes pour aller à Paris, je pense que bien souvent, c'est pour aller ailleurs. Alors, ce sont des données difficiles à avoir, ça. De savoir finalement, parce qu'un passager, il arrive dans un aéroport, on l'enregistre, il atterrit, on l'enregistre, il repart, on l'enregistre. Nous, quand on a travaillé, on n'avait pas finalement l'origine et la destination de ces passagers. C'était uniquement un passager enregistré dans un aéroport sans savoir où il allait. C'est sûr que si on mettait à la disposition des chercheurs ce genre de données, ça nous permettrait d'en savoir un petit peu plus et peut-être de tempérer un certain nombre d'éléments qui sont avancés. Et je dis ça sans... évidemment qu'on peut considérer que Rennes, Paris... le TGV devrait primer. Mais la question que je me pose, et celle que je vous posais, c'est bien ça, c'est de savoir, quand on le prend à Rennes, je me demande si bien souvent, c'est pas pour aller ailleurs, en passant par Paris. Et donc ce rôle de commutateur, il se joue à ce niveau-là. Alors c'est vrai, là vous soulevez, je pense, la question de l'expérience client. C'est difficile effectivement d'articuler plusieurs modes de transport, en particulier TGV et puis ensuite aéroport. D'une part parce que parfois c'est mal relié et puis d'autre part puisque vous avez effectivement la gestion des bagages, la gestion de tout ce qui encadre le transport de la personne en tant que telle. Et là je me tourne vers vous, Stéphane Crétel, dans cette économie
de Everything as Service, en quelque sorte. Vous parliez tout à l'heure d'un retour 100 ans en arrière, éventuellement, entre 1960 et 2050, lorsque l'aéroport était dans la ville, puisqu'il était réduit à sa fonction de base, en fait, et que le superflu était finalement évacué. Est-ce que les aéroports, en 2050, avec cette économie à service et ce focus que l'on met sur la mobilité de l'individu débarrassé de toutes les scories du voyage, en particulier les bagages, ne supprimera pas pour l'individu la fonction aéroportuaire? Non. C'est une réponse efficace. Bon, provocatrice. Quelque chose m'ennuie dans le discours autour de la suppression et l'interdiction. Aujourd'hui, la réponse à l'évolution du transport aérien, parce que c'est finalement l'évolution de l'infrastructure, ce n'est pas un modèle qui disparaît, ce n'est pas les dinosaures. Ce n'est pas un modèle qui disparaît au profit d'un autre. Ce n'est pas les gares gagnent dans la bataille et les aéroports perdent. Et tout le monde, tous les prospectivistes et tous ceux qui imaginent la mobilité de demain prônent un modèle intermodal, multimodal, un modèle intégré. Un modèle qui réconcilie les échelles de l'air et le sol, le court, le moyen, le long. Donc la réponse, ce qu'on envisage comme développement à l'horizon 2050, c'est l'intermodalité et l'interconnexion des différents moyens. Chaque moyen étant optimisé à sa fonction. Alors oui, je vais être très caricatural. Oui, la route de la soie est en train d'être réouverte. Extrême-Orient, Europe occidentale, 18 jours. Oui, Volvo envisage des camions autonomes, électriques, hybrides. Oui, Volvo envisage des voitures autonomes où on peut dormir. Et donc on va passer 18 jours à dormir dans une voiture, parce qu'on ne peut plus prendre l'avion. Il ne s'agit pas de dire j'interdis l'avion parce que son impact sur l'environnement est négatif et que j'en fais un bouc émissaire. C'est de dire, est-ce que je ne peux pas repenser la fonction de l'avion pour ce qu'il crée et pour son apport évidemment positif. Premier point. Le deuxième point, c'est que revenons à l'efficacité du transport aérien et peut-être que pour certaines marchandises, il n'y a pas d'urgence à faire venir une machine-outil conçue au Japon ou en Corée. Il n'y a pas d'urgence à faire venir cette machine-outil en avion, je peux lui faire prendre le bateau. En revanche, il y a probablement urgence à envoyer des médecins, à envoyer des ingénieurs rapidement à l'autre bout de la planète. Et donc, la réponse, elle ne consistera pas, selon moi, à opposer des modèles, elle consistera dans une intégration intelligente des modèles, jusqu'à revenir ou intégrer de manière positive l'économie partagée, l'impression 3D, l'économie circulaire, jusqu'à intégrer plein d'éléments qui sont dans notre horizon d'innovation et de développement sociétal, et de dire, pourquoi pas demain, on a eu l'exemple récemment, louer sur place les équipements nécessaires pour un lit bébé. Alors, je n'ai pas de bébé moi-même, j'en ai vu quelques-uns récemment, là. Si je voyage avec mon enfant, est-ce que je dois emmener avec mon enfant le lit, le landau, un certain nombre de choses qui sont disponibles sur place, qui sont d'abord fabriquées sur place et qui sont disponibles sur place? Est-ce que je ne peux pas envisager de louer un certain nombre de choses sur place ou de partager un certain nombre de choses sur place? L'exemple Airbnb, la philosophie autour de Airbnb, je peux la transposer sur plein d'éléments. Et l'avenir du transport, il est multiple.
Et il doit, selon moi, intégrer tous ces facteurs et de dire pourquoi je prends l'avion, à quel moment je prends l'avion et à quel moment l'avion est indispensable. Et si je reviens à cette notion d'indispensabilité... On accepte le barbarisme. Merci. Je retrouve du sens. Je retrouve du sens à l'avion, de la même façon que je retrouve du sens au train, de la même façon que je retrouve du sens à prendre un taxi et à parler au chauffeur pour lui demander un conseil. Je pense que c'est beaucoup plus une question de sens liée à l'avion, plutôt que d'opposer, pour plein de bonnes raisons, qui sont surtout des raisons politiques, de prendre par la loi une décision de dire non, j'interdis l'avion pour ça. Ah oui, j'interdis l'avion. Et donc demain, je ferme plein d'usines à Nantes, plein d'usines à Toulouse, je ferme plein de choses. Donc la réponse, selon moi, elle est multiple et elle est dans finalement une intégration affinitaire de toutes les solutions et l'intermodalité. Merci. Donc du coup, si je résume, pas d'impasse sur la transition écologique des aéroports ou de la mobilité aérienne, néanmoins, effectivement, une évolution, on va dire, raisonnée du transport aéroportuaire avec l'ensemble des mobilités existantes. Alors, je vous remercie pour vos deux présentations et vos éléments de discussion. À présent, il est temps d'ouvrir, je pense, à la salle. Alors, je vais vous prendre un des micros. Est-ce que nos petites mains, merci beaucoup, des grandes mains. Et donc, j'ouvre la question à la salle et on va peut-être en prendre plusieurs, 2, 3 en même temps. Bonsoir, je m'appelle Son Lam et je suis étudiant en géographie justement, et à la rentrée je vais intégrer un master de GAED, géographie et aménagement, et c'est pour ça que je suis venu ici. Mais là j'ai deux questions d'actualité et je voudrais connaître votre avis en tant qu'expert, notamment sur la privatisation d'ADP qui fait débat en ce moment et sur le dossier Notre-Dame-des-Landes et notamment le conflit qu'il y a entre société civile et acteurs publics. Voilà, quels sont vos avis sur ces deux questions brûlantes? Merci. Merci. Donc privatisation et puis finalement la question de gouvernance qui va au-delà. Une deuxième question. Oui, bonjour. Ma question c'était que pensez-vous? Parce que, enfin, excusez-moi, la question c'est aéroport 2050, mais j'ai surtout eu l'impression qu'on parle d'aéroport 2050 en France. Mais là, en 2019, déjà la planète commence déjà à être petite, elle va être de plus en plus petite, et je pense qu'il va y avoir pas mal d'endroits où les aéroports vont se développer, et ils auront effectivement besoin d'aéroports, et c'est vrai que nos envies, nous ici en France et à Paris et en Scandinavie, parce que c'est un peu là où ça a commencé, cette histoire anti-avion, ne sont pas les mêmes affinités qu'ont ces pays qui se développent à l'avion ou bien qui ont envie d'avoir une autre vue de l'aéroport, quoi. Donc juste savoir ce que vous en pensez et si on peut relier les deux, quoi, tout simplement. Donc l'émergence de nouveaux pôles économiques et l'aéroportuaire, ça je pense c'est pour vous Stéphane Crétel. Une troisième question. Merci. Bonjour, vous avez parlé d'intermodalité et ça m'a fait penser à un peu l'évolution qu'on voit notamment dans la plateformisation de nos transports du quotidien. Est-ce que vous pensez qu'en 2050, le co-avionnage aura sa place dans les aéroports français et peut-être même à l'international? Voilà. Je pense notamment à Wingly, qui est une application qui a été créée pour co-avionner, voilà, partager des avions privés. Merci pour cette première salle de questions. Alors, peut-être pour les prendre dans l'ordre, sur la question de la privatisation de ADP et puis Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. On va commencer par ça. On a des difficultés avec les aéroports qui sont très insérés dans les tissus urbains. Il y a Notre-Dame-des-Landes et des aéroports qui connaissent des croissances importantes. C'est toujours très difficile de dire
cette cohabitation entre, il y a des gens, beaucoup de gens qui vivent autour, et le développement de l'activité aéroportuaire, moi j'ai l'impression que les deux ont raison. Les deux ont raison, c'est-à-dire que les résidents qui ont investi dans un pavillon en banlieue sud de Nantes et qui disent être dérangés par les nuisances, alors vous allez me dire, vous ne tranchez pas, il faut bien trancher, donc moi je ne l'ai pas fait, c'est les plus hautes sphères de l'État qui l'ont fait, donc ça veut bien dire que c'est des questions extrêmement complexes. Et en même temps, je conçois que Nantes, qui a connu un développement, donc la plateforme actuelle, dont le trafic a été multiplié par 4 sur la période qu'on a regardée, Nantes ne veuille pas connaître, qu'on brime quelque part ses liens vers l'extérieur. C'est une des villes, et ça, c'est évoqué parmi les questions, c'est une des villes qui connaît la plus forte dynamique en termes économiques. C'est une ville qui a connu une croissance d'emploi qui la classe parmi les 3-4 premières villes métropoles françaises. Et il se trouve que l'aéroport a été construit à une autre époque où la ville ne s'était pas autant développée. Donc comment on fait pour aujourd'hui harmoniser à la fois le développement de l'aéroport et le raisonner aussi, et en même temps gérer, je dirais, l'étalement urbain qu'on voit dans beaucoup d'autres villes, parce qu'il y a Nantes, parce que ça a été un conflit majeur, mais je dirais que Toulouse ou Bordeaux sont un peu dans des situations identiques, c'est-à-dire un tissu résidentiel qui se développe et un tissu économique. On oublie souvent que les aéroports, ce sont aussi des lieux qui polarisent beaucoup d'emplois. Donc, effectivement, congestion. Je dirais que le malheur de ces lieux-là, c'est d'avoir été conçus à une époque où, effectivement, la ville était beaucoup moins développée. Et le développement a été tel qu'aujourd'hui, l'aéroport est à l'étroit et les gens se sentent à l'étroit aussi avec la proximité de l'aéroport. Pardon ? Alors, les prospectives, on peut en parler sur la planification des aéroports. Quand on les met beaucoup trop loin, j'ai un exemple en tête parce que j'y ai vécu. Prenez le cas de Montréal, par exemple. On a fait un aéroport à 45 ou 50 km du centre-ville dans les années 70, en pensant qu'il accueillerait plusieurs dizaines de millions de passagers à l'horizon 2020. Aujourd'hui, cet aéroport est fermé. Et le seul aéroport qui demeure, c'est celui qui est au cœur de la ville, de l'île. Montréal est une île. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais, et c'est peut-être un élément, on en discutait, on n'a jamais pensé l'intermodalité. C'est que le seul moyen d'accéder à cet aéroport, c'était une autoroute. On n'a jamais pensé au train, ou bien c'était l'autobus. Donc si vous voulez trouver la bonne distance et réfléchir à comment nos villes vont grandir dans un horizon qui est de celui de 20-30 ans. Alors nous, l'urbanisation s'achève, je dirais, dans nos pays. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Nous, on ne sera pas beaucoup plus urbain que ce qu'on est aujourd'hui. Alors il y a certains aéroports, effectivement, qui ont été rattrapés par l'urbanisation et qui aujourd'hui sont mal situés, il faut le dire. Enfin, mal situés pour les riverains. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille brimer. Donc, si vous voulez, l'équation, elle est compliquée à résoudre. Enfin, moi, Oui, effectivement. Donc, ni pour ni contre, une réponse de Normand pour l'aéroport de Nantes. Mais effectivement, alors Marx le disait lui-même, quand deux légitimités s'affrontent, c'est le politique qui tranche, parfois de façon douloureuse, mais comme disait un certain président, personne n'a le monopole du cœur, y compris dans les décisions politiques parfois un petit peu difficiles. Donc, sur la question du développement de nouvelles polarités économiques, je pense que Stéphane Credel, c'était pour vous, puisque c'est quand même aussi une partie de votre méthodologie en tant que prospectiviste à Air France. Je n'ai pas compris, polarité économique ? C'était la question sur l'émergence des nouveaux pays en développement et leurs besoins accrus en déplacement aéroportuaire. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas démontrer. Aujourd'hui, on a identifié deux cas de figure. Dans les pays en voie de développement dans lesquels le transport aérien est déjà installé,
La croissance du transport aérien est proportionnelle à la croissance démographique. Dans les pays où le transport aérien n'est pas installé, l'évolution du transport ne suit pas l'évolution démographique. Premier point. Deuxième point, c'est que dans les zones en question, quand on fait des projections de développement de mégacités, on identifie des pôles économiques qui sont trop près pour justifier l'avion. Troisième élément de réflexion, c'est la question de l'énergie. Aujourd'hui, il y a des pays en voie de développement, le Chili, l'Uruguay, qui sont très très volontaristes dans la conversion vers le solaire. Pourquoi ? C'est pour retrouver de l'indépendance économique vis-à-vis de la devise dollar et de l'indépendance énergétique vis-à-vis du pétrole. L'ensemble de ces facteurs combinés me font penser que dans certaines régions du monde, il va y avoir un leapfrog, quelque chose d'autre va émerger, quelque chose d'autre va exister. Donc, cette notion de projection à long terme, on essaye de l'objectiver avec un certain nombre de facteurs. L'intermodalité, alors la question c'était sur la question de la plateformisation. La plateformisation, elle pousse aussi des acteurs traditionnels à changer de modèle. La question du drone, la question des taxis volants, aujourd'hui, ce n'est pas un problème technologique. La technologie existe, elle est maîtrisée par des gens qui fabriquent des hélicoptères depuis 50 ans. Ce n'est pas un problème réglementaire. La communauté européenne a déjà statué sur l'intégration des véhicules, de ce type de véhicules dans les règles de circulation aérienne. C'est un modèle, la difficulté, c'est un modèle de distribution qu'il faut envisager. Aujourd'hui, si je veux louer un hélicoptère, c'est très facile. Je vais à Issy-les-Moulineaux et c'est très facile. Il faut un peu d'argent, mais c'est très facile. Je loue une machine 6 places pour une journée. Si je dis à mon opérateur d'hélicoptère, non mais je n'ai pas besoin de la machine, j'ai besoin d'un siège. Et je n'ai pas besoin d'hélicoptère pour une journée, j'ai besoin juste de faire Orly-Roissy ou Orsay-Roissy. L'opérateur d'hélicoptère me dit non, mais ça c'est ok, j'ai bien compris que vous l'aurez. Mais le prix, c'est une machine, 6 places, un pilote pour une journée. À São Paulo, il y a Voom, qui est une filiale d'Airbus, qui développe un modèle où, à travers une application du type Uber, l'interface est comparable à Uber, et d'ailleurs Uber a une solution d'Uber hélicoptère, on peut commander un taxi à la minute et au siège, à la place et au temps de voilà. Donc ça, c'est des modèles, la plateformisation, elle est poussée, et c'est des modèles qui émergent et sur lesquels nous, on est en train de réfléchir. Voilà. Derrière la plateformisation, il y a aussi l'intégration de plein de choses. Les moyens de paiement. À Copenhague, vous n'avez pas besoin d'un Navigo ou d'acheter un ticket pour prendre le métro. Il y a des lecteurs NFC, enfin des lecteurs sans contact de la carte Visa. Et vous rentrez dans le métro avec votre carte Visa NFC. Là, oui, mais il n'y a pas de ticket. Je peux interroger l'opérateur de transport public et de dire, ben voilà, j'ai utilisé telle ligne à tel moment, et l'ordinateur ou l'intelligence artificielle retrouve ma facture, retrouve effectivement mon voyage et peut émettre une facture. Donc il y a comme ça un certain nombre de choses, et c'est aussi une manière dont moi j'envisage la prospective, c'est de dire que l'innovation, elle viendra aussi dans la combinaison de choses qui existent. Elle viendra aussi dans la combinaison de choses évidentes. Et quand on parlait tout à l'heure de suppression des frontières, ou on parlait de simplification des flux, Schengen n'a pas été mis en place avec une nouvelle technologie. Il n'y a pas eu un screen biométrique, je ne sais pas quoi, à l'entrée. Il y a eu la volonté d'aligner des lois, aligner des systèmes d'information, aligner des procédures, faire se parler et connecter des systèmes.
Schengen, c'est une volonté politique et l'alignement de procédures existantes. Il n'y a pas eu tout d'un coup, je ne sais pas quoi, un contrôle biométrique du déplacement, une reconnaissance faciale. Il n'y a rien eu de l'ordre de la technologie. Donc, il y a une question à laquelle moi j'ai envie de réagir sur la privatisation. On n'a pas abordé la privatisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose qui va encore plus loin. C'est que quand des États, la Lettonie par exemple, crée la possibilité d'acheter une nationalité en ligne, et derrière le fait qu'on est capable d'acheter une nationalité lettonne, et que derrière il y a trois choses: je peux ouvrir un compte en banque en Lettonie, et je peux faire des transactions notariées en Lettonie, ça pose un certain nombre de questions. Et par extension, quand Facebook lance sa nouvelle crypto-monnaie, ça pose des questions. Et ce qu'il faut intégrer... est-ce que c'est le rôle d'un État, aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que c'est le rôle d'un État d'opérer un aéroport? À Munich, l'État bavarois est propriétaire de l'infrastructure aéroportuaire. L'opérateur de l'aéroport de Munich est un opérateur d'économie mixte avec des éléments privés qui font que l'aéroport de Munich est réputé pour être très opérationnel, de fonctionner très bien. Sur les questions concernant la privatisation d'un équipement critique ou d'une infrastructure critique, je vous renvoie aux travaux fantastiques alors je le dis sans ironie, de la Fabrique de la Cité, sur les relations entre démocratie et grands projets infrastructurels en particulier, qui sont des travaux multidimensionnels qui interrogent un certain nombre de critères. Donc il y a les critères évidemment de la transformation des régimes démocratiques. Il y a également le critère du basculement dans un monde post-guerre froide qui rebat les cartes dans ce qui est jugé comme étant critique ou comme étant géopolitiquement vital. Il y a également la question du vieillissement de la population et de la perception différenciée des nouveaux aménagements et de leur acceptabilité sociale. Il y a tous ces éléments-là qui font que la réponse, évidemment, est éminemment complexe, qu'elle est débattue, y compris, évidemment, au sein de la Fabrique de la Cité, au sein du groupe Vinci. C'est une question qui intéresse absolument tous les acteurs, et c'est vrai qu'une partie de nos travaux, je pense, contribue à ce débat complètement en open access, et je vous renvoie à ces publications. Alors, il nous reste assez peu de temps, même pas 10 minutes, pour une deuxième salve de questions. Évidemment, si vous avez des demandes de précision, n'hésitez pas. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant les subventions des aéroports. Est-ce qu'on a parlé du couple illégitime du territoire des aéroports? Je voulais savoir quel pourcentage des 57 aéroports qui ont des lignes commerciales en France ont des subventions, si vous le savez. Je voulais savoir si les subventions, c'est uniquement pour les aéroports ou il y en a aussi pour les compagnies aériennes, pour qu'ils utilisent ces aéroports qui sont un peu moins utilisés. Et je voudrais savoir si cette information elle est publique et où est-ce qu'on peut la trouver. Donc première question, on va peut-être en prendre encore une ou deux. S'il y a, alors je vois qu'il y a une question au fond. Donc l'aéroport de 2050 ne serait-il pas aussi potentiellement à l'image de l'avion de 2050, avec un avion, je sais pas, 100% électrique, donc éco-responsable, du coup sans aucune nuisance sonore, et donc pourquoi pas ne pas réintégrer donc l'aéroport au cœur des villes en 2050. Voilà. Merci pour cette question à la fois géographique et technologique. Une dernière question. Bonsoir, Maxime Siré, je travaille chez Transdev pour le MAS, donc Mobility as a Service, et je voulais savoir dans quel rôle avaient les aéroports sur le MAS, comment vous voyez le rôle que pourrait avoir l'aéroport dans l'intégration d'un MAS au-delà des mobilités qui sont déjà présentes à l'échelle terrestre. Merci. Et puis une dernière question par Cécile Maisonneuve, la présidente de la Fabrique de la Cité. Oui, j'aimerais rebondir sur le sujet imaginaire que vous avez abordé et route de la soie.
Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que la Chine, dans sa démarche de mondialisation, se positionne en matière énergétique comme la grande puissance de l'électricité. Elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, elle ne sera jamais la grande puissance du gaz et du pétrole. Ce sont les États-Unis qui sont numéro 1 aujourd'hui, pour la première fois à nouveau depuis 1953. Et donc, dans le même ordre d'idées, elle pose un projet, elle a 2 grands projets de réseau. Il y a 3-4 ans, elle avait proposé à la CERAWeek, à la surprise générale, la CERAWeek, c'est la grande réunion des énergéticiens au Texas, une carte du monde avec des grandes lignes à haute tension qui reliaient le monde entier. Donc une vision vraiment des réseaux d'électricité, de transmission d'électricité à très haute tension qui reliaient le monde entier. Et dans le même ordre d'idée, on voit débarquer le sujet route de la soie, train. Donc j'ai envie de vous demander, dans cet imaginaire précisément, si aujourd'hui l'aéroport fait l'objet de remise en cause de la part d'activistes de la transition écologique, est-ce que c'est pas parce qu'il y a ce couple, je reviens au terme de couple, aéroport égale pétrole. Et on disait classiquement, les énergéticiens ont toujours dit, la dernière goutte de pétrole ira dans un avion. Si elle va quelque part, c'est dans un avion qu'elle ira. Et est-ce qu'on n'a pas du côté de la Chine, justement, un travail fantastique sur nos imaginaires, avec ces projets ferroviaires, électriques, et finalement une mondialisation compatible avec la transition écologique? Alors, 4 questions, il nous reste moins de 5 minutes. Je vous demanderai d'être bref, mais la parole est à vous. Alors, concernant les subventions, j'ai pas de pourcentage malheureusement à vous donner. Pour une bonne et simple raison, c'est que quand on abordait la question, il y avait souvent un malaise. Certains l'ont mise de côté, d'autres ont répondu plus franchement. Et je voudrais revenir sur l'utilisation que j'ai employée, couple illégitime. Attention, il y a des subventions qui sont légitimes et qui sont autorisées. Des subventions, par exemple, pour l'aide au démarrage de nouvelles lignes, c'est toléré. Mais ça dure 3 ans. Au-delà, on considère que la ligne doit être rentable et que donc elle n'a plus besoin d'être subventionnée. Là où les lignes directrices sont beaucoup plus regardantes, c'est sur les subventions d'investissement. Quand vous souhaitez agrandir un aérogare, au prétexte que l'aéroport accueillera 1 million de passagers dans 10 ans alors qu'il en accueille 250 000 aujourd'hui. Là, il faut de sacrés arguments pour faire passer la pilule auprès de l'Union européenne. Les subventions de fonctionnement aussi, donc pour l'équilibre, là sont regardées. Pourquoi? Pour des questions de distorsion de concurrence. Et on est dans un marché ouvert européen, donc ce type de subvention est considéré comme illégal. Ensuite, effectivement, il y a des compagnies qui se font financer via des filiales. Donc c'est de l'argent qui ne va pas directement dans les caisses, enfin pas directement dans les caisses de la compagnie, mais qui aide à faire connaître la destination. Donc ils le vendent comme ça. Ce sont des filiales qui vont dire, j'ouvre, je ne sais pas, Manchester-Carcassonne. Les gens de Manchester ne connaissent pas forcément Carcassonne. Aidez-nous à faire connaître la destination. Ensuite, il y a un certain nombre d'aéroports qui se sont fait épingler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des notifications auprès de l'Union européenne et donc qui ne s'amusent plus à ce genre de subventions. Et là, je vous assure qu'en termes de... Quand on rencontrait des syndicats mixtes et des propriétaires, donc, il y a des pour et il y a des contre. Il y en a qui jouent le jeu en disant nous, l'activité première, c'est le tourisme. On n'a pas d'autres activités, pas d'activité industrielle. Donc la carte à jouer, c'est le tourisme. Et on le développe par tous les moyens possibles. Alors, le plus souvent légaux. Mais effectivement, après, je vous dis, les lignes directrices se sont durcies. Et donc aujourd'hui, un aéroport est censé être à l'équilibre. Et ce n'est pas le cas d'une bonne majorité. En 1 minute, même pas, le retour en ville de l'aéroport, avant de passer aux réponses de Stéphane Crétel. Oui, vous, Laurent Terral. Le retour en ville. Le retour en ville de l'aéroport. J'ai oublié. Pardon? Les avions électriques. Bon, il va me tirer d'affaire parce que honnêtement, sur l'aspect technique, j'ai peu de choses à dire.
Il y a déjà des aéroports dans la ville. Il y a juste qu'ils ont une fonction aujourd'hui qui est très spécialisée. Le Bourget, c'est un aéroport dans la ville. Sauf qu'il est aujourd'hui spécialisé sur un type d'aviation. Les militaires, on n'en parle pas trop, c'est l'aviation d'affaires. Ici, les Moulineaux, c'est de l'autre côté du périphérique. Et il y a des hélicoptères. Donc, si je mets la question en perspective avec l'intermodalité, je pense que les aéroports vont devenir de plus proches, enfin des solutions de mobilité aérienne vont être au plus proche de la ville, mais pas sous le format qu'on imagine aujourd'hui. Sur la question de... Donc moi, je prône ça. Aujourd'hui, je prône, dans mes éclairages stratégiques, je souligne la valeur ajoutée de l'intermodalité et de la complémentarité des moyens. Mobilité as a service, les aéroports le font déjà à travers des solutions qu'on appelle self-connect. C'est-à-dire que les aéroports, pour drainer du trafic qui est générateur de revenus, c'est pour générer du trafic vers des aéroports, les aéroports, à travers leur site internet, proposent de construire des voyages, La difficulté, c'est que, et ça c'est un cadre de souveraineté, c'est un cadre légal, l'exploitant d'aéroport n'a pas la licence pour... c'est pas un voyagiste, c'est pas une agence de voyage. Et c'est pas non plus l'opérateur de transport. Et donc, ce que ces aéroports font, c'est qu'ils trichent un peu, avec signé en bas l'acceptation des conditions générales, et ce que l'aéroport fait, c'est de vous faire acheter 25 bouts de tickets pour constituer un voyage qui vous fait passer par cet aéroport. La mobilité as a service, moi je l'envisage plutôt comme, vous avez tous entendu parler de SkyTeam ou Star Alliance ou ces grandes alliances aériennes. La valeur ajoutée pour les clients de ces grandes alliances, c'est l'intégration bout en bout et surtout la prise de responsabilité bout en bout. Quand je fais un Boston-Shenzhen via Charles de Gaulle ou via... mes bagages sont enregistrés bout en bout, sauf obligation légale, mais c'est surtout la responsabilité de la compagnie aérienne qui est assumée bout en bout. Donc dans cette notion de mobilité as a service, les aéroports y vont, de manière un petit peu, pas très fair, pas très clean pour les clients, en disant non, mais on vous aide à construire un voyage. Mais en fait, le truc, c'est une association de tickets avec... si jamais un des tickets ou si un des éléments du voyage se passe mal et remet en question tout le reste du voyage, ben c'est la faute du client, c'est pas la faute de l'opérateur. Mais ça, c'est des choses qu'on observe, qu'on étudie. Et ce vers quoi on tend. On a déjà des solutions à travers les alliances, à travers SkyTeam, et on tend à intégrer d'autant plus de partenaires pour la mobilité door-to-door. Sur la question de l'électricité, alors, je pense que l'électricité, elle sera beaucoup plus locale, qu'il n'y aura pas des grands centres de production, il n'y aura pas des grands centres de production électrique qui vont distribuer de l'électricité dans le monde. Je vous renvoie à une étude de Faber-Novel sur l'analyse de Tesla, où finalement Faber-Novel, même moi j'ai compris, donc c'est facile, a étudié l'écosystème proposé par Tesla, où la batterie de la voiture est un élément dans un schéma plus global, avec des batteries dans la maison, des chargeurs dans la maison, des panneaux solaires sur la maison. Et l'énergie, c'est un réseau de batteries. On n'a pas une unité de production d'énergie qui est distribuée par des grands câbles électriques. C'est une multiplication de petits moyens de production mis en réseau. Et moi, je prône plutôt... le modèle auquel je pense, c'est plutôt celui-là, à travers notamment des immeubles à énergie positive, où des pays... Le Chili, par exemple, exporte sa production d'électricité solaire. Il y a tellement de soleil, ils ont tellement cette capacité à produire de l'énergie électrique par le solaire que le Chili donne gratuitement. C'est même pas il exporte, nous on en a trop, vous le prenez.
Et donc, ça pose la question du maillage. Et moi, je suis persuadé que quand on étudie les futurs pôles de développement économique, ils seront plus petits, plus nombreux, pas là où ils sont aujourd'hui. Et le maillage, y compris de mobilité, va se passer différemment. Et la production, distribution ou stockage de l'énergie va se passer différemment. Voilà. Merci pour vos deux interventions. C'est vrai qu'Aéroport 2050, c'était quand même une question, on peut dire, difficile, puisque l'exploitant, lui, réfléchit à 1, 2, voire 3 ans. Le prospectiviste, lui, est plein d'incertitudes. 2050, c'est quand même dans longtemps, et pourtant, l'agenda politique, vous savez, de la neutralité carbone nous pose des questions, y compris pour ces infrastructures critiques, quoi qu'on en dise. Je pense qu'on a posé beaucoup de questions, on a répondu à quelques-unes, très loin de toutes, mais bon, c'est aussi le jeu, évidemment, de la stimulation intellectuelle que de poser les questions et de ne pas pouvoir forcément y répondre. Je vous remercie, Stéphane Crétel et Laurent Terral, pour vos deux interventions. Je vous remercie à vous pour votre participation. Et puis à présent, je vous invite à partager notre buffet et je vous retrouve demain matin, j'espère, pour La Ville infiniment aux confins de l'urbain, où j'aurai le plaisir d'animer une table ronde composée de Marc Bourdier, qui est architecte à l'ENSA La Villette, et puis Jérôme Ansaldi, qui est directeur délégué de Bateg, une marque de Vinci Construction. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain.